Cette leçon sur la borne supérieure va être riche en définitions. Nous allons d'abord définir ce qu'est le maximum et le minimum d'un ensemble, puis la notion de majorant et de minorant. Tout cela afin de définir le principal objet de cette leçon, la borne supérieure et la borne inférieure. Le résultat fondamental affirme que ces deux nombres existent dès qu'une partie est bornée. On termine par quelques remarques historiques sur la construction des nombres réels. Soit A une partie non vide de R. Nous dirons que le réel alpha est un plus grand élément de A s'il vérifie les deux points suivants. Alpha appartient à A et, pour tout x dans A, x est inférieur ou égal à alpha. S'il existe, ce plus grand élément est unique. On dira donc le plus grand élément de grand A. On le note max A. De façon symétrique, on définit le plus petit élément. S'il existe, c'est le réel alpha tel que alpha appartienne à A et pour tout x dans A, x est supérieur ou égal à alpha. En fait, le plus grand élément s'appelle souvent le maximum et le plus petit élément, le minimum. Il faut garder à l'esprit que le plus grand élément ou le plus petit élément n'existe pas toujours. Considérons l'intervalle AB fermé en A et en B avec A plus petit que B. Son plus grand élément est B. En effet, B est bien un élément de l'intervalle et il est plus grand que tous les autres éléments. Quant à son plus petit élément, c'est bien sûr A. Par contre, l'intervalle ouvert AB n'a ni plus grand élément, ni plus petit élément. S'il contenait un plus grand élément alpha, il devrait être plus grand que tous les éléments de l'intervalle. Donc, alpha serait plus grand que B, mais alors alpha ne serait pas dans l'intervalle. Enfin, l'intervalle 0,1 a pour plus petit élément 0, mais il n'a pas de plus grand élément. Voyons un exemple plus compliqué. Définissons la partie grand A comme l'ensemble des réels de la forme 1 moins 1 sur n, avec n qui vaut 1, 2, 3, etc. Autrement dit, si l'on note un égale 1 moins 1 sur n, alors l'ensemble grand A est l'ensemble des valeurs prises par la suite un. Voici une représentation graphique de grand A sur la droite numérique. Pour n égale 1, un vaut 0. Pour n égale 2, un vaut 1 demi. Pour n égale 3, un vaut 2 tiers. Et lorsque n croît, un tend vers 1 sans jamais l'atteindre. A est constitué d'une infinité de points, mais ce n'est pas un intervalle. Tout d'abord, montrons que le minimum de A est 0. Il y a deux choses à vérifier. Tout d'abord, pour n égale 1, un vaut 0. Donc 0 est bien un élément de notre partie grand A. Ensuite, pour tout n supérieur ou égal à 1, les un sont plus grands que 0. Donc c'est bien 0, le plus petit élément de grand A. Nous allons maintenant montrer que A n'a pas de plus grand élément. Nous raisonnons par l'absurde en supposant qu'il existe un plus grand élément que l'on note alpha. On aurait alors un inférieur ou égal à alpha pour tout un, c'est-à-dire que 1 moins 1 sur n est toujours plus petit ou égal à alpha. Comme alpha est supérieur ou égal à 1 moins 1 sur n pour tout n, alors à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, cela implique que alpha est supérieur ou égal à 1. Mais par définition du plus grand élément, alpha doit appartenir à la partie grand A. Cela signifie qu'il existe un entier n0 tel que alpha soit égal à un0. Mais alors, alpha vaut 1 moins 1 sur n0. On en déduit que alpha est strictement plus petit que 1.
ce qui entre en contradiction avec alpha supérieur ou égal à 1. Ainsi, notre hypothèse de départ, qu'il existait un plus grand élément, est fausse. Donc A n'a pas de plus grand élément. Passons à une notion différente, celle de majorant. Un réel grand M est un majorant de la partie grand A si, pour tout x dans A, x est inférieur ou égal à grand M. Notez bien la différence avec la définition de plus grand élément. Ici, on ne demande pas à grand M d'appartenir à la partie grand A. De même, un réel petit m est un minorant de grand A si, pour tout x dans A, x est toujours plus grand ou égal à petit m. Lorsqu'il existe un majorant, on dit que la partie grand A est majorée. Et bien sûr, elle est dite minorée s'il existe au moins un minorant. Quelques exemples. 3 est un majorant de l'intervalle 0,2. Moins 7 est un minorant de l'intervalle 0 plus l'infini, mais moins pi est aussi un minorant, de même que 0. Par contre, il n'y a pas de majorant. Comme pour le minimum et le maximum, il n'existe pas toujours de majorant et de minorant. Mais ici, en plus, on n'a pas d'unicité. Lorsqu'il y a un majorant, il y en a en fait une infinité. Par exemple, les majorants de l'intervalle 0,1 sont tous les éléments supérieurs ou égaux à 1. Les majorants sont exactement les éléments de l'intervalle 1 plus l'infini. De même ici, les minorants sont tous les réels négatifs ou nuls. Ce sont donc les éléments de l'intervalle moins l'infini, 0. Voici la représentation graphique. Les majorants sont tous les éléments plus grands que tous les éléments de grand A. Les minorants sont les éléments plus petits que tous les éléments de grand A. Nous avons vu que même si une partie est bornée, elle n'admet pas toujours de plus grand élément. Pour remédier à ce problème, nous allons définir la borne supérieure. Attention, il faut bien avoir assimilé toutes les notions précédentes de cette leçon. Soit grand A une partie non vide de R et alpha un nombre réel. Le nombre réel alpha est la borne supérieure de A si, d'une part, alpha est un majorant de grand A et, d'autre part, alpha est le plus petit des majorants. S'il existe, on le notera sup A. De même, alpha est la borne inférieure de A si alpha est un minorant de grand A et si c'est le plus grand des minorants. S'il existe, on le note inf A. Voici quelques exemples. Pour un intervalle fermé AB, le sup de A coïncide avec le plus grand élément, c'est B. De même, la borne inférieure est petit a. Par contre, pour l'intervalle ouvert AB, la borne supérieure est B alors qu'il n'y a pas de plus grand élément. En effet, on ne demande pas que la borne supérieure appartienne à l'ensemble. Si la partie n'est pas majorée, alors il n'y a ni borne supérieure, ni plus grand élément. Pour cette même partie, la borne inférieure est 0. Voici le résultat le plus important de cette leçon. Toute partie de R non vide et majorée admet une borne supérieure. De la même façon, toute partie de R non vide et minorée admet une borne inférieure. C'est tout l'intérêt de la borne supérieure par rapport à la notion de plus grand élément. Dès qu'une partie est bornée, elle admet toujours une borne supérieure et une borne inférieure, ce qui n'est pas le cas pour le plus grand élément ou le plus petit élément. Étudions en détail la partie grand A égale 0,1, ouvert en 0 et fermé en 1. Le sup de A vaut 1. En effet, les majorants de A sont tous les réels supérieurs ou égaux à 1. Donc, le plus petit des majorants est 1. Pour la borne inférieure, c'est 0. Les minorants sont tous les éléments réels inférieurs ou égaux à 0. Donc, le plus grand des minorants est 0. Gardez à l'esprit cet exemple. Il y a une borne supérieure, 1,
qui est aussi le plus grand élément. Il y a une borne inférieure, 0, mais il n'y a pas de plus petit élément. Voici une proposition assez délicate qui permet de caractériser la borne supérieure. La borne supérieure de grand A est l'unique réel sup de A qui vérifie les deux points suivants. Tout d'abord, c'est un majorant de grand A, c'est-à-dire si x est dans A, alors x est inférieur ou égal à sup de A. Et ensuite, pour tout y strictement inférieur à sup de A, il existe un x dans A tel que y soit strictement plus petit que x. Autrement dit, on peut approcher la borne supérieure d'aussi proche que l'on veut par des éléments de grand A. C'est crucial lorsque la borne supérieure n'est pas un élément de grand A. Cette proposition est utile dans les deux sens. La borne supérieure vérifie les points petit i et 2i, et réciproquement, si un réel vérifie les assertions i et 2i, alors c'est la borne supérieure. Reprenons l'exemple de la partie grand A de l'ensemble des nombres de la forme 1 moins 1 sur n. Nous avions vu que le minimum de A est 0. Lorsque le plus petit élément d'une partie existe, alors la borne inférieure vaut ce plus petit élément. Donc ici, l'inf de A, c'est le minimum de A, c'est 0. Nous avions vu qu'il n'y avait pas de plus grand élément. Cependant, nous allons montrer que le sup de A vaut 1. Une première méthode est d'utiliser directement la définition. Soit grand M un majorant de grand A. Alors, M est supérieur ou égal à 1 moins 1 sur n pour tout n. Donc, à la limite, quand n tend vers plus l'infini, M est supérieur ou égal à 1. Réciproquement, si M est supérieur ou égal à 1, alors M est un majorant de grand A. Donc, les majorants sont les éléments de 1 plus l'infini. Ainsi, le plus petit des majorants est 1. Et donc, sup de A vaut 1. Une deuxième méthode est d'utiliser la caractérisation de la borne supérieure. Tout d'abord, si x est dans A, alors x est inférieur ou égal à 1. 1 est bien un majorant de grand A. D'autre part, pour tout y strictement plus petit que 1, il existe un x dans A tel que y soit strictement plus petit que x. En effet, prenons n suffisamment grand de manière à ce que 1 sur n soit strictement compris entre 0 et 1 moins y. Alors, on a y strictement plus petit que 1 moins 1 sur n, strictement plus petit que 1. Donc, x égale 1 moins 1 sur n est compris entre y et 1. Et c'est bien un élément de grand A. Par la caractérisation de la borne supérieure, le sup de A vaut bien 1. Terminons par des remarques générales et historiques. Les propriétés R1, R2 et R3 que nous avons vues dans les leçons précédentes et le théorème R4 sont des propriétés intrinsèques à la construction de R. La construction de R est assez délicate et nous l'admettons. Il y a un grand saut entre les rationnels et les réels. On peut donner un sens précis à l'assertion « il y a beaucoup plus de nombres irrationnels que de nombres rationnels », bien que ces deux ensembles soient infinis et même denses dans R. D'autre part, la construction du corps des réels, R, est beaucoup plus récente que celle de Q dans l'histoire des mathématiques. La construction de R devient une nécessité après l'introduction du calcul infinitésimal par Newton et Leibniz vers 1670. Auparavant, l'existence de la borne supérieure allait de soi et était souvent confondue avec la notion de plus grand élément. Ce n'est pourtant que beaucoup plus tard, dans les années 1860-1870, donc assez récemment dans l'histoire des mathématiques, que deux constructions complètes de R sont données. Une première construction se fait par les coupures de Dedekind, une seconde par les suites de Cauchy.
Je vous laisse vous entraîner avec ces exercices pour vérifier si vous avez bien compris le cours et assimiler tout le vocabulaire.